Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film dramatique et de science-fiction appelé Arrival. Attention, spoilers, bonne vidéo à tous. Louise Banks donne naissance à une fille et la voit devenir une jeune femme avant de la voir succomber à une maladie rare et incurable. Elle a le cœur brisé et sa vie est changée à jamais. Tout commence le jour de leur arrivée. Louise est professeure de langue dans une université locale. Elle se rend à son premier cours du matin lorsqu'elle remarque le brouhaha autour de la télévision dans les parties communes. Il y a un étrange bourdonnement dans l'air ce matin, mais elle l'ignore. Elle salue sa classe, mais elle trouve les élèves trop distraits par leur téléphone pour l'écouter parler. Une élève lui demande d'allumer la télévision. Sur l'écran, un flash info est diffusé. Un objet volant non identifié a atterri dans le Montana et 8 autres se sont posés dans le monde entier. À ce moment-là, l'alarme de l'université sonne et Louise quitte sa classe. En rentrant chez elle, elle trouve le monde différent et en plein chaos. Les gens évacuent, les avions survolent et les militaires prennent le relais. Chez elle, Louise regarde les informations et apprend que maintenant, 12 ovnis ont atterri. Ne sachant que faire, elle se rend au travail le lendemain et constate que les cours sont suspendus pour une durée indéterminée. Elle reste dans son bureau et écoute les infos en direct. À ce moment-là, 2 hommes lui rendent visite dans son bureau. C'est le colonel G.T. Weber, des services secrets de l'armée. Elle se souvient de lui à l'époque où elle l'aidait à traduire des rebelles. Weber lui dit qu'il est le premier choix pour les traductions et que c'est pour cela qu'il est dans son bureau et non chez Berkeley. Il lui fait écouter l'enregistrement d'un humain parlant à une entité émettant des grognements graves. Louise sait que c'est une entité à cause de bruit qu'elle entend. Elle dit à Weber qu'il est impossible de traduire ce langage à moins d'être dans la même pièce que l'alien à l'origine des sons, car c'est une langue qui n'existe pas sur Terre. Weber prend cela comme un stratagème pour qu'elle puisse s'incruster dans l'enquête, mais il refuse. Il ne veut pas que le centre de recherche devienne un site touristique pour toute personne ayant une habilitation de sécurité de haut niveau. Il dit à Louise que s'il part maintenant, elle n'a plus aucune chance. Il commence à s'éloigner, mais Louise l'appelle. Elle demande s'ils vont ensuite aller demander à Danvers, un autre linguistique, et lui dit qu'avant de s'engager avec lui, ils doivent lui demander la traduction de guerre en sanskrit. Plus tard dans la nuit, Louise s'endort devant les informations lorsqu'il se réveille en voyant un hélicoptère atterrir dans son jardin. Weber est de retour et lui demande la signification de Gavisti, le mot sanskrit pour guerre. Et Louise répond « un désir de plus de vaches ». Weber sait que Louise est bien apte à assumer ses tâches et lui ordonne d'être prête dans 10 minutes. Louise rejoint l'équipe à bord de l'hélicoptère et fait la connaissance du Dr. Lan Donnelly, un physicien théoricien avec lequel elle va travailler sur cette affaire. Weber lui dit que la première priorité est de savoir ce qu'ils veulent et d'où ils viennent. Ils arrivent sur le site du Montana, sont informés du protocole et emmenés voir le docteur Kettler qui leur fait des vaccins. Louise arrive à la salle de contrôle principale et apprend que le site communique avec les autres sites. Elle rencontre l'agent Halpern de la CIA, qui lui dit qu'ils n'ont pas obtenu beaucoup d'informations de l'objet depuis qu'il a atterri. Louise et Lan sont emmenés dans une autre pièce où ils sont équipés de combinaisons de protection. Ils rejoignent une petite équipe et se dirigent vers l'objet, désormais connu sous le nom de Pod. Toutes les 18 heures, une porte s'ouvre au fond de la nacelle et l'équipe y entre par une plateforme. Louise observe avec étonnement leur entrée dans le pod et commence à se rendre compte de la situation. Une fois que la plateforme a atteint la limite, l'équipe saute dans le tunnel en flottant jusqu'à la lumière rectangulaire qui se trouve devant elle. Louise hésite, elle a des doutes, mais Weber l'attrape et ils traversent l'antichambre. Ils arrivent dans la salle principale et voient un mur de verre qui les sépare des entités à l'intérieur. L'équipe place un oiseau en cage sur le sol, indiquant que si l'oiseau est encore vivant, les niveaux d'oxygène dans la pièce sont sans danger. Très vite, 2 créatures géantes ressemblant à des céphalopodes apparaissent derrière la vitre. Ils s'appellent les aliens heptapodes, en raison de leurs 7 membres. La séance est rapidement terminée et ils sont amenés dans la salle de désinfection. Weber dit à Louise et Lan qu'ils ont 2 heures pour trouver une solution. Ils continuent d'écouter les informations et de regarder le monde partir en vrille entre les confinements, les émeutes et les rituels de culte. L'agent Halpern communique avec les autres sites, mais eux aussi n'ont aucune piste leur permettant d'avancer. Le lendemain, ils sont prêts à entrer à nouveau dans le pod quand Louise a une idée. Elle apporte un tableau blanc et un stylo, disant qu'ils sont peut-être incapables de comprendre leur langue parlée, mais qu'ils peuvent obtenir une base écrite de la langue qu'ils parlent. À l'intérieur du pod, Louise écrit le mot humain et s'avance pour leur montrer. Au bout de quelques secondes, l'un des heptapodes réagit en sortant son membre et en créant un symbole circulaire avec des traits.
Il continue à faire différents symboles circulaires, donnant à l'équipe sa première découverte. De retour sur le site, Monsieur Weber lui demande si cette approche est la bonne et comment il pourrait l'expliquer à la hiérarchie. Louise défend son approche et dit qu'ils n'apprennent pas aux heptapodes leur propre langage. Cela entraînera beaucoup de malentendus et les choses prendront 10 fois plus de temps. Weber accepte pour le moment mais exige qu'elle soumette une liste de mots avant la prochaine session. Louise apprend que tous les pays ne sont pas ouverts à cette approche amicale. Le gouvernement a peur que les autres pays suivent la décision du général Chang et de la Chine dans une démarche hostile. Pendant ce temps, Louise explique à Weber que pour communiquer avec les heptapodes, ils doivent d'abord leur apprendre les bases de la langue anglaise avant de pouvoir leur poser la grande question, à savoir le but de leur arrivée. Ils retournent dans le pod et Louise se présente. Sentant la confusion des heptapodes, Louise s'avance et enlève sa combinaison hazmat. L'équipe panique mais elle les rassure et poursuit l'opération. Elle se dirige vers l'écran et pose sa pomme sur la vitre. Un des heptapodes suit son action et il se présente correctement. Lan dézippe sa combinaison hazmat et se présente également. Elle leur demande qui ils sont et chacun des heptapodes écrit son nom sur le verre. Lan décide de les surnommer Abbott et Costello. Au retour de la nacelle, Louise rêve de sa fille pour la première fois. En raison du succès de la session, Weber autorise la poursuite de l'opération malgré les risques de contamination. Pendant ce temps, les tensions augmentent chez les soldats du camp, car ils ne savent pas à quel genre de menaces ils sont confrontés. Plus tard dans la nuit, Louise rêve à nouveau de sa fille. Elle sent dans un champ, admire les fleurs et ramasse des pierres dans un ruisseau voisin. Au cours des semaines suivantes, Louise et Lan poursuivent leurs recherches. Les heptapodes ne laissent aucune empreinte, on ne peut que les voir et les entendre. La composition chimique de leur vaisseau spatial est inconnue. En supposant que les pods communiquent entre eux, ils le font sans pouvoir être détectés. Ils ne savent toujours pas pourquoi les pods ont choisi d'atterrir à ces endroits précis. L'une des premières découvertes de Louise est d'apprendre qu'il n'y a aucune corrélation entre ce que dit un heptapode et ce qu'écrit un heptapode. Elle apprend également que l'écriture de l'heptapode est sémasiographique, ce qui signifie qu'elle représente un sens et ne transmet pas de sang. Grâce au Pakistan, ils apprennent que le logogramme d'un heptapode est libre de temps. Leur écriture n'a pas de direction en avant ou en arrière. Les linguistes, comme Louise, appellent cela l'orthographe non linéaire, ce qui les amène à se demander si c'est aussi la façon dont ils traitent les idées. Louise et Lan étudient suffisamment leur langue pour créer leurs premières réponses. Maintenant, ils travaillent à élargir leur vocabulaire, ce qui devrait prendre un mois supplémentaire. Un soir, après une session, Louise et Lan se retrouvent à l'arrière d'un pick-up qui offre une vue sur le pod. Lan lui exprime son admiration pour son intelligence et sa volonté de continuer, et ils parlent un peu de leur vie personnelle. Louise pense que tout dépend d'eux maintenant et Lan est heureux que ça se soit passé de cette manière. En dehors du site, le monde ne s'est pas bien accommodé de la présence des pods. Les pillages et les émeutes se poursuivent, surtout après la diffusion d'une photo des aliens. Les tensions sur le site s'aggravent également, certains soldats pensant qu'il vaut mieux tirer les premiers sans attendre l'attaque des aliens. Une autre nuit de travail, Louise rêve encore de sa fille. Elle lui montre un livre sur les planètes et sa fille lui montre un dessin qu'elle a fait pour son projet en classe. Elle commence à lui expliquer pourquoi elle et son père ne sont plus ensemble, mais sa fille lui répond que tout va bien. Lan la fait sortir de ses pensées et elle sort prendre l'air. Elle pense encore à elle. Cette fois, elle la voit enfant. Puis plus tard, adolescente, allongée sur un lit d'hôpital, malade. Plus tard, Louise se retrouve dans sa chambre avec Lan qui discute avec elle de l'hypothèse Sapir-Whorf, selon laquelle, si l'on s'immerge dans une autre langue, on peut réellement remodeler notre cerveau. Il lui demande si elle rêve dans sa langue, et quand elle lève les yeux, un heptapode est dans sa chambre. Louise se réveille dans son lit, soulagée que tout cela n'ait été qu'un rêve. Elle retrouve Weber qui l'a conduite à la salle de contrôle pour faire une traduction en mandarin. Il s'avère que leur satellite a capté une conversation téléphonique avec le chef militaire chinois, le général Chang. Louise traduit la première phrase, disant que chacun des 12 offre une technologie avancée et que leur équipe scientifique tente de décoder quelles sont les technologies. Elle dit à Weber qu'elle ne comprend pas les mots suivants, costume, honneur et fleurs. Il lui dit qu'il y a 1 heure, la Chine a mobilisé les forces et que maintenant la Russie suit leur exemple. Louise se rend compte que les phrases appartiennent à des ensembles de tuiles mahjong et apprend qu'ils utilisent un jeu pour converser avec leur heptapode. Elle s'inquiète du caractère problématique de cette situation, où chaque conversation devient un jeu et où chaque idée s'exprime par l'opposition. La victoire est la défaite.
Weber lui pose alors un ultimatum et lui ordonne de poser la question tant attendue aux heptapodes, qu'ils soient prêts ou non. Louise, Lan et l'équipe entrent à nouveau dans le pod. Louise commence à former ses logogrammes en demandant aux heptapodes ce qu'ils veulent. Costello répond avec un message disant « offre d'armes ». De retour sur le site, une dispute éclate entre Louise, Weber et l'agent Halpern. Louise insiste sur le fait que les heptapodes ne savent peut-être pas faire la différence entre une arme et un outil, et qu'avec la complexité du langage humain, une chose peut parfois être les deux. Lan ajoute qu'ils ne savent pas si les heptapodes leur offrent une arme ou leur demandent d'en offrir une, pour commencer un échange. La seule façon pour réellement savoir ce qu'ils veulent est d'y retourner. Un appel interrompt leur réunion et l'agent Halpern présente sa théorie selon laquelle c'est le moyen pour les aliens de diviser les humains et de les faire se battre entre eux. Le conseil se dissout et Louise et Lan se sentent vaincus. De retour à la salle de contrôle, le chaos s'installe. La Chine et la Russie ont reçu le même message qu'ils ont interprété comme une menace et ont coupé leurs communications avec les autres sites de pod, se mettant hors réseau et hors ligne. Louise insiste sur le fait que cela ne fera qu'empirer la situation et qu'ils doivent communiquer entre eux. Elle s'enfuit avec Lan pour retourner dans le pod. Effrayée par la menace imminente, plusieurs soldats de la nacelle se sentent mutinés, transportant plusieurs caisses d'explosifs et les plaçant dans la pièce, prêts à exploser dans 10 minutes. Louise et Lan arrivent et l'un des soldats tente de les arrêter, mais ils finissent par les laisser rioler, tout en sachant que la bombe les tuera. Louise et Lan entrent dans la pièce pour parler à Abbott et Costello, ignorant totalement que la bombe se retrouve à quelques mètres d'eux. Louise leur demande s'ils veulent offrir quelque chose aux humains. Les heptapodes répondent avec des mots comme technologie, visiteurs et amis. Elle leur demande alors de donner la technologie maintenant. Soudain, Abbott commence à taper sur la vitre. Incognito, Weber a envoyé les sécurités pour arrêter les soldats rebelles. De retour dans la pièce, Abbott continue de taper sur la vitre. Louise s'avance et pense qu'Abbott veut qu'elle écrive sur l'écran. Elle pose les 2 pommes sur le verre et commence à écrire avec Abbott. Au milieu de tout cela, elle rêve à nouveau de sa fille, qu'elle endort et qui elle tient la main. Après avoir fini d'écrire, Costello s'envole, laissant des centaines de symboles apparaître sur l'écran. Il regarde à l'extérieur et entend des coups de feu. Alors que le temps s'approche de zéro, Abbott les force à sortir de la pièce au moment où les bombes explosent et où la pièce se referme. Louise et Lan sont jetés dans l'antichambre, inconscients mais vivants. Louise se réveille et se retrouve dans le bureau du docteur Kettler avec une commotion cérébrale. Ils ont survécu à l'explosion et Kettler les informe qu'il y a des soldats rebelles. Elle cherche Lan et la trouve dans la salle principale avec Weber et le reste de l'équipe. Elle leur dit qu'ils doivent rentrer et expliquer aux heptapodes ce qui s'est passé. Il dit que c'est impossible parce que ses ordres ont maintenant changé. Ils doivent évacuer et se préparer à riposter. À ce moment-là, un grondement interrompt leur conversation. L'équipe court dehors et voit la capsule se soulever de plusieurs kilomètres du sol. Plus tard dans la nuit, la Chine déclare officiellement la guerre aux extraterrestres, incitant plusieurs autres pays à faire de même. Louise et Lan continuent de décoder le dernier message des heptapodes. Alors qu'ils discutent, la fille de Louise lui revient en mémoire. Elle est maintenant une jeune adolescente et elle interroge Louise sur un certain terme qui signifie que 2 parties concluent un accord et que toutes 2 en tirent quelque chose. De retour sur le site, Louise se réveille de son rêve et apprend que Lan a fait une découverte. Il dit que le symbole du temps est partout. Il calcule ensuite la quantité d'espace négatif dans le message et conclut qu'il signifie 1 sur 12. Louise présente cette découverte au conseil, disant que le message que les heptapodes leur ont donné est l'un des 12 et qu'ils doivent communiquer avec les autres sites pour rassembler les 12 messages. L'agent Halpern l'interrompt et lui dit que cela ne sert à rien car ils sont en plein blackout et que tout le monde se prépare au conflit. Il fait ensuite écouter un enregistrement pris depuis la Russie. Les aliens ont donné leur dernier message. Il y a plus de temps, beaucoup deviennent un. L'enregistrement est ensuite interrompu par des coups de feu. Louise insiste sur sa théorie, mais Halpern reste hostile, demandant comment ils vont convaincre les autres sites de partager leurs données. Lan intervient en disant qu'ils offrent leurs données en retour, ce qui en fait un jeu à somme non nulle. Louise retient cela et se souvient de la conversation avec sa fille. En écoutant les hommes se disputer dans la pièce, Louise prend la tête et part. Il n'y a plus assez de temps et elle doit se débrouiller toute seule. Elle se dirige vers le pod et étonnamment, le pod envoie un vaisseau vers le sol. Elle entre dans le vaisseau et est submergée par un brouillard. Elle se bat pendant 1 minute pour respirer avant que ses poumons ne se stabilisent. Lorsque le vaisseau s'ouvre, elle se retrouve dans la pièce derrière la paroi de verre remplie d'un brouillard similaire. Costello l'approche et Louise apprend qu'Abbott est mort de l'explosion.
Elle craque et s'excuse au nom de l'humanité. Elle demande ensuite à l'heptapode d'envoyer un message aux autres sites. Costello dit que Louise a déjà l'arme et qu'elle devrait l'utiliser. Elle ne comprend pas et demande leur but. Selon Costello, leur but est d'aider l'humanité car dans 3000 ans, ils auront besoin de l'aide de l'humanité. Elle leur demande comment ils peuvent connaître l'avenir. À ce moment-là, sa fille entre à nouveau dans son esprit. Elles sont sur le même terrain, elles jouent dans le même ruisseau. Louise semble confuse et demande finalement à Costello qui est l'enfant. Il s'avère que les rêves de Louise concernant sa fille n'étaient pas des rêves, mais des visions de l'avenir. Après ce dernier message, Costello disparaît dans le brouillard. Louise est éjectée alors que le pod se tourne sur le côté. Un convoi s'approche d'elle et Lan l'enveloppe d'une couverture. Au moment où on la met dans la voiture, elle a une autre vision. Elle est au bord du lac avec sa fille. Elle demande à Louise pourquoi son père ne la regarde plus de la même façon. Louise se sent en conflit mais lui dit que c'est parce qu'elle a dit à son père quelque chose à laquelle il n'était pas préparé. À savoir une maladie rare et incurable. Dans le présent, Louise vient de réaliser pourquoi son futur mari l'a quittée. Pendant ce temps, tous les potes du monde entier se sont également mis sur le côté et la planète entière se prépare à une guerre mondiale. Alors que Louise se promène sur le site, elle a une autre vision. Sa future fille lui demande pourquoi elle s'appelle Anna. Louise lui dit que son nom est spécial parce que c'est un palindrome. Ce qui signifie que si on l'écrit à l'envers, ce sera toujours Anna. Dans sa vision, elle se voit également en train de publier un livre sur le langage universel des heptapodes et d'enseigner ce langage à d'autres humains. Elle réalise enfin le vrai but des heptapodes, leur arme et leur langage, et ils viennent de le partager avec l'humanité. Leur langage ouvre le temps et une fois que vous l'avez appris, vous commencez à percevoir le temps de la même manière qu'eux. Dans un état non linéaire, de sorte que vous pouvez voir ce qui est à venir. Elle partage sa découverte avec Lan et Weber, mais Weber lui dit que la mission est terminée. Dehors, Louise a une autre vision. Cette fois, elle assiste à un gala aux Nations Unies. Le général Chang s'approche d'elle et lui dit qu'il n'est venu que parce qu'il voulait la rencontrer. Il lui dit qu'il y a 18 mois, elle a fait quelque chose que même ses supérieurs n'ont pas pu faire. Elle l'a fait changer d'avis. Il continue à dire qu'elle l'a appelé sur son numéro privé. Louise est confuse et dit qu'elle ne connaît pas son numéro privé, mais le général sort son téléphone et lui montre le numéro. Le général Chang lui dit que maintenant elle le sait. Il estime qu'il était important qu'il lui montre ce numéro, même s'il ne sait pas pourquoi. Il lui dit alors qu'il lui a dit quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Elle a dit au général les derniers mots de sa femme. Dans le présent, Louise comprend ce qu'elle doit faire pour arrêter cette guerre mondiale. Elle s'aventure sur le site et met la main sur le téléphone satellite de l'agent Halpern. Elle appelle le numéro privé du général Chang. Cela alerte la sécurité et ils envoient plusieurs soldats pour l'arrêter. Louise leur échappe et se cache dans la salle de désinfection. Le général Chang répond à l'appel et elle lui explique son but. Lan la rejoint dans la pièce et la protège des soldats. Elle finit par transmettre son message au général Chang, qui le reçoit. L'appel est réussi et elle met les mains en l'air, se rendant à la sécurité. Soudain, la Chine se retire de l'attaque et les autres pays suivent. Les 12 sites acceptent ensuite de partager leurs données et de compléter ensemble les pièces du puzzle. L'humanité ne faisant qu'un, les pods commencent à s'élever et à disparaître dans l'espace. Aussi vite qu'elles sont arrivées. Louise et Lan sont dehors et regardent l'évacuation du site. Elle lui demande s'il changerait les choses, s'il pouvait voir sa vie entière du début à la fin. Il lui dit que la chose la plus surprenante qui lui soit arrivée dans sa vie n'a pas été de rencontrer les heptapodes, mais plutôt de la rencontrer, elle. Il lui déclare alors son amour pour elle. Louise le regarde, sachant que c'est le visage de son futur mari, et lui renvoie son amour en l'embrassant. Même si Louise sait ce qui va se passer dans le futur, qu'il se marie, qu'il donne naissance à Anna et que Anna décède. Elle l'accepte pleinement et de tout cœur, tout en sachant que Lan finira par les quitter.